Frenchies et bienvenue dans une vidéo très spéciale. Aujourd'hui, je suis accompagné comme d'habitude de mon binôme Simon. Salut Tedesco, comment tu vas? Ça va très bien. Et encore une fois, on est accompagné de Angelo Tsagarakis qui nous fait l'honneur d'être ici une fois de plus. L'honneur est pour moi. Aujourd'hui, vidéo spéciale, on l'avait annoncé dans la vidéo juste avant. On va faire un focus sur le début de saison de Frank Ntilikina. Joueur que Simon adore particulièrement, vous pouvez le voir sur son corps. Et que Angelo connaît aussi bien, donc le but c'était d'en discuter avec lui et d'en parler sérieusement. Frankie Five Fingers. Frank, j'ai eu l'opportunité de l'affronter en Pro A quand il commençait tout juste. Il avait 17 ans à l'époque, donc c'était déjà un phénomène. C'est clair que c'est une situation un petit peu particulière. Je pense que sa situation, elle est arrivée à ce stade de par d'autres éléments qui sont un peu aussi hors du terrain. C'est-à-dire que il doit, d'une manière ou d'une autre, de manière inconsciente peut-être ou consciente, payer le prix d'avoir été drafté par Phil Jackson. Je pense que c'est un héritage qui lui colle au dossier, qui lui colle à la peau. L'épisode Jackson est vraiment resté entre la gorge de beaucoup de monde à New York, et sachant qu'une partie des gens là-bas auraient potentiellement préféré drafter Dennis Smith Jr., ils ont préféré prendre Frank, et on a vu qu'ils ont ramené Dennis Smith à la première occasion dès qu'ils en ont eu l'opportunité. Donc c'est quelque chose qui, je pense, a été un frein à son épanouissement. Et Frank aussi est fautif à certains niveaux, parce que je pense qu'il n'a pas saisi l'opportunité de devenir le meneur titulaire. Ce spot lui tendait les bras, et son manque d'agressivité offensive et de rendement offensif a forcément été dommageable pour lui. Mais on connaît également sa capacité défensive et son impact défensif, donc je pense qu'on pourra développer tout ça au cours de ce petit podcast. Moi, je pense qu'il a eu aussi peut-être pas de chance, dans le sens où l'année dernière, il a eu des blessures au mauvais moment, au moment où il aurait dû, où il aurait pu prouver et avoir du temps de jeu. Oui. Après, il fait une très bonne campagne de Coupe du Monde cet été. Il se met en valeur, notamment en face des Américains. Il fait une très bonne partie. Bien sûr. Moi, j'avais beaucoup d'attentes cette année, justement, où il avait pris du poil de la bête, comme on peut dire, et j'attendais à ce qu'il puisse justement peut-être plus shooter, peut-être plus prendre ses responsabilités. Toi, t'en as pensé quoi? T'as vu un peu les matchs qu'il a fait depuis le début de saison? Le peu de matchs? Oui, j'ai vu. Il y a des choses qui me plaisent. Alors, je suis quelqu'un de très méticuleux, donc je fais très attention aux détails. Quand on voit les paniers, par exemple, qu'il met contre Boston, le jump shoot qu'il met, en deuxième mi-temps, je crois, où il a une récupération de balle, il fait un move semi-cross où il crée le décalage et prend le pull-up jumper dans la foulée. C'était particulièrement propre, c'était très très clean, et il est tout à fait capable de le faire. Et c'est ça qui est dommage pour lui, c'est que j'ai l'impression qu'il n'ose pas se dire I'm doing it, let's go. Je réfléchis plus, je prends mes responsabilités. De toute manière, j'ai été benché même quand j'étais productif en défense, que je faisais bien jouer l'équipe. Donc tous les autres joueurs de l'effectif qui sont sur les lignes arrière, d'une manière ou d'une autre, se laissent aller à tenter crânement leur chance. Pourquoi est-ce que Frank se met ce frein-là, en fait? J'ai du mal à comprendre, en sachant en plus qu'il sort, comme tu l'as dit, d'une campagne avec l'équipe de France très réussie. Il est sorti de sa coquille, il a mis des gros shoots, il a été énorme défensivement, tout en ayant un très bon impact offensivement dans la prise de décision sur pick and roll. Il a lâché quelques caviars qui ont vraiment fait beaucoup de bien à l'équipe de France quand il devait trouver des solutions dans les matchs coup près. C'est ça qui me laisse un petit peu perplexe, c'est que on sait qu'à New York, ils aiment les joueurs charismatiques, les joueurs agressifs, les joueurs avec ce caractère new-yorkais. Et en fait, ouais, mais il y avait eu la petite altercation avec LeBron en première année qui avait un peu. Ça c'est rien. Il faut pas surjouer un petit épisode, parce qu'au final, il y a eu la petite altercation, mais c'est simplement Frankie qui fait un petit geste du bras et de l'épaule pour dire ouais, je vais pas me laisser faire. Mais il n'a pas été non plus en mode thug life, je te mets les deux mains sur le torse, je te pousse, je te regarde dans les yeux.
Frankie, il avait la tête semi-baissée. C'était non, mais moi je m'occupe que de prendre mon ballon. Il se met dans mon cylindre, je le pousse un petit peu. Donc les New-Yorkais, ils aiment bien ça, mais ce n'est pas non plus un John Starks avec Michael Jordan qui le regarde entre quatre yeux et qui lui fait I'm gonna guard you right now. C'était pas ça non plus. C'était pas ça non plus. Donc, et justement, mentionnant John Starks, sans faire une comparaison, parce que les deux joueurs ont un style totalement différent. John Starks, c'était un poste 2 qui, des fois, aidait à la main, mais c'était un vrai poste 2, défenseur, athlétique, qui était connu pour sa qualité de tir à 3 points. Frankie pourrait devenir un nouveau John Starks dans le cœur des Knicks. Et ça, on l'a vu parce qu'ils ont demandé, ils ont quémandé la présence de Frank sur le terrain. Ils ont fait « We want Frank! We want Frank! » Et c'est révélateur de ce que les New-Yorkais ressentent. Frank peut apporter dans cette idée de jouer du basket new-yorkais. Parce qu'au final, c'est le seul qui, lui, est vraiment dans cette idée de défendre dur, de rendre la vie difficile à l'adversaire. Et les New-Yorkais, ils aiment ça. C'est dans leur ADN. C'est street. On connaît la culture des meneurs de jeu new-yorkais. Et Frankie pourrait s'imposer dans un rôle où il deviendrait la nouvelle coqueluche du Garden. Et son manque d'agressivité offensive est vraiment le dernier frein à son éclosion. Il pourrait devenir un joueur qui fait une longue carrière à New York, s'installer sur la durée et être intransférable quasiment. Mais il doit passer ce cap-là parce que Dennis Smith Jr., athlétique, offensif, ils se sont dit, voilà, on aurait peut-être dû drafter ce jeune homme. Ils le font venir et... ça me laisse perplexe quand je vois quand même que à l'ancienne, Fizdale a dû quand même observer le championnat du monde de Frank. Il a quand même dû voir que Frank sort de sa coquille, commence à prendre ses responsabilités en attaque, montre plus de confiance et d'agressivité. Et il arrive en début de saison et il le bench. Quitte à même mettre RJ Barrett à la main. Ce qui est totalement hurluberlu pour moi. Je comprends pas le concept. Tu sais que si tu mets un mec comme ça à la main en sachant qu'il n'a pas non plus les qualités de lecture qu'a un Westbrook ou un James Harden pour le décaler à la main et remanier le système offensif des Knicks de manière à ce qu'il commence à distribuer les caviars, RJ Barrett, il va jouer le pick and roll avec une seule idée en tête, c'est trouver la solution pour se faufiler, éventuellement finir au cercle, prendre un petit pull-up jumper. Mais ça va pas être dans la lecture de où est-ce qu'elle est défensive sur le roll, trouver les mecs dans le corner ou ce genre de situation-là. Et Frank, lui, est tout à fait apte à le faire. Donc, s'il arrive à trouver le juste milieu où il prend ses responsabilités, ce qui montre avec beaucoup d'efficacité sur ses sorties d'écran, le petit pull-up jumper mi-distance, il est extrêmement efficace là-dessus. Il peut mettre les paniers à 3 points. Donc, qu'il arrête de... Frankie, si tu me regardes... Make it happen. Il faut que tu aies cette mentalité de complètement lâcher les chevaux. T'as rien à perdre. De toute manière, les gens à New York, il y en a certains qui n'attendent qu'une chose, c'est de te cut. Donc rends-toi indispensable et tu le feras à la new-yorkaise. Tu lâches les chevaux au culot, tu fais les choses, tu l'as montré à la Coupe du Monde. Maintenant fais-le avec les Knicks. Non mais il y a un vrai paradoxe, Franck, parce que si on regarde toutes les déclarations de Fizdale, même au début, il a dit oui, j'ai regardé la Coupe du Monde, Frankie, on va le faire jouer, super. 3 premiers matchs, il joue pas. Il joue 3 minutes, il a 2 shoots, fin de l'histoire. Faut que tout le monde se blesse pour qu'il joue. Et là, il l'a fait jouer. Malheureusement, et c'est la réalité, hein, le match où il joue 22 minutes, là, il est catastrophique sur le tir. Et c'est normal, parce que quand t'es pas en rythme, t'es pas... Bien sûr. C'est normal que tu loupes tout. Mais il était catastrophique. Et c'est ce genre de truc qu'il faut pas qu'il loupe. C'est l'aspect un peu injuste d'une carrière de sportif parce qu'on sait très bien que l'approche psychologique du jeu, le confort psychologique, la confiance du joueur est primordiale dans sa productivité, dans son niveau de performance. Et comme tu l'as dit, totalement paradoxal cette idée de oui, Frank, super Coupe du Monde, on va pouvoir commencer à lui donner plus de responsabilités et toute la durée du training camp et de la pré-saison, il mettait en avant toutes les excuses pour tester quelqu'un d'autre. Oui, on va essayer Alonzo, on va mettre RJ à la main. Pourquoi ? En sachant en plus, et tous les data analytics vont adorer ça, hein, le defensive rating, donc comment traduire ça en français si vous avez les mots, je veux bien, le ratio défensif, la statistique avancée de Frank sur le terrain, les Knicks sont à 99,8. Le moment où il sort du terrain, ils sont à 110,2.
Donc c'est un différentiel absolument énorme. Et au-delà du fait qu'il puisse manquer d'agressivité ou autre, on voit que RJ Barrett est beaucoup mieux sur le terrain parce qu'il est moins dans la tenue du ballon. Et comme Frank est très très généreux, très altruiste, il distribue, il donne du rythme, il lâche les ballons en première intention sur la transition, il donne des opportunités aux coéquipiers. Les Knicks jouent mieux, les Knicks sont plus compétitifs quand il est sur le terrain car offensivement, c'est plus cohérent et défensivement, les statistiques parlent d'elles-mêmes. Donc, même si offensivement, il n'a pas la productivité qu'on pourrait attendre d'un starter en NBA, quoi qu'il arrive, son impact est tout de même suffisamment important et intéressant pour les Knicks pour lui donner sa chance. Donc, même ceux qui sont défenseurs du concept, mais de toute manière, avec une production famélique en attaque, ils ne méritent pas de jouer, bah si, ils méritent de jouer quoi qu'il arrive. Il y en a beaucoup des joueurs qui apportent autre chose et qui apportent pas que du scoring. Après, moi, j'arrive pas à comprendre en fait ce discours de Fisdale où il dit oui, j'ai vu la Coupe du Monde, il a fait une belle Coupe du Monde et derrière il le fait pas jouer. Est-ce que c'est Fisdale qui est incompréhensible ou est-ce que Frank a montré peut-être des mauvaises choses en pré-saison, à l'entraînement, je sais pas. Je pense pas qu'il ait montré des mauvaises choses, mais je pense qu'il y a un truc qui est inconscient chez Fisdale. On se souvient que Frank a été décrié par la presse new-yorkaise à son arrivée. Comme la majorité des Européens, il a été décrit comme étant soft. Ce qui était aussi la même chose pour Knox, de toute manière. Donc même la presse new-yorkaise, de toute manière, elle allume quoi qu'il arrive. Mais oui. On sait aussi quand même le passif antagoniste que Fisdale a avec les joueurs européens. On se souvient très bien de l'altercation, de l'interaction un peu houleuse qu'il avait avec Marc Gasol, qui pourtant est un gros joueur, gros CV. On l'a vu, il est arrivé à Toronto, NBA Champions. Ce n'est pas que grâce à lui, merci Kawhi, mais on parle quand même de Marc Gasol. Et on voit aussi comment Porzingis a pris la route de l'échappatoire. Il a été échangé pour 2 bouteilles d'huile d'olive et un sac de pistache. Je veux dire, c'était un peu le... Je pense que c'est quand même un truc récurrent. Si c'est juste un épisode isolé, on peut se dire, bon bah voilà, il y a eu le truc avec Marc Gasol, voilà. Mais Porzingis, même chose. Avec Frank, il y a des choix qui sont un peu incohérents, même incompréhensibles par moments. Donc c'est peut-être aussi quelque chose qui est personnel. Ce n'est pas forcément une mauvaise production de Frank ou des mauvais entraînements. C'est peut-être aussi le fait qu'il y a un a priori personnel de Fisdale qui doit se dire que Frank n'a pas l'étoffe peut-être pour être le meneur qui driverait les Knicks. Il faut prendre ça en considération. Et une fois de plus, c'est un peu ce concept de la perception qui devient réalité. À un moment donné, Frank est tellement discret, tellement timoré en attaque que cette perception de personnalité soft, un peu énigmatique pour les New-Yorkais, devient une réalité. Alors qu'on a bien vu Frankie montrer le bout de son nez à la Coupe du Monde, on sait qu'il en est capable, il faut simplement qu'il fasse la même chose avec les New-Yorkais. Et il a fait quelques matchs à plus de 10 points, où il a été bon. Donc ils attendent que ça en fait, ils veulent une confirmation, ils veulent pas que ce soit simplement, comme tout joueur NBA, un mec capable de faire une petite sortie à 10-15 points, ils veulent que ce soit un mec qui le fasse continuellement. Et ça vient avec la personnalité et le caractère du bonhomme. Toi Simon qui regarde tous les matchs des Knicks avec attention, en tant que grand fan, tu trouves que des Payton ou des Dennis Smith Jr. sont plus impactants que lui quand il joue, dans le sens flashy aussi? Je trouve que Dennis Smith Jr., surtout qu'il n'est pas du tout en réussite en ce début de saison. Donc en plus là il s'est blessé, enfin il s'est pas blessé mais il est hors des terrains pour des raisons personnelles et je trouve pas qu'il apporte beaucoup. C'est quelqu'un de juteux, mais après je trouve pas qu'il est en tant que meneur qu'il apporte beaucoup dans la passe. Après Payton, je trouve avant qu'il se blesse, il apportait bien aux Knicks et il apportait il a apporté des bonnes minutes, un bon QI basket. Et effectivement, pour moi, j'aurais plus peur d'Elfrid Payton cette année que de Dennis Smith Jr. Je suis entièrement d'accord.
Parce qu'en plus, Peyton avait montré des choses intéressantes quand il jouait au Magic. Et en fait, si on parle de profil de joueur, il y a Dennis Smith Jr. qui est offensif à souhait, pas très bon dans la lecture de jeu, mais qui est spectaculaire et qui donc apporte une sorte de perception de dynamisme offensif. Il y a Peyton qui est pas aussi spectaculaire, qui est meilleur dans la gestion et dans la création, qui est correct en défense mais sans plus, et il y a Frankie qui est très bon dans la gestion et la création pour les autres et très bon en défense, mais qui offensivement n'est pas aussi rassurant que puisse l'être Peyton. Peyton offre plus de garanties offensives que Frank à ce stade de la compétition. Oui, et puis il stat en plus, hein, Peyton, il a fait du triple-double, Exactement. Il fait de la passe, il Exactement. stat, donc tout de suite ça impacte, quoi. Exactement. Et en plus, c'est vraiment le moment pour Frankie de s'engouffrer dans la brèche de l'absence de Smith. C'est vraiment le moment. Et c'est pour ça qu'il faut peut-être qu'il force son naturel. Hein. C'est marrant, hein, tous ces grands talentueux qu'on a dans le basket français, comme Batum, comme Boris Dio, qui n'ont jamais été des gens qui ont pris l'attaque comme étant leur marque de fabrique. Ce n'est pas un défaut. Mais quand on joue en NBA, qui est le sport business à son apogée, il faut prendre sur soi et forcer son naturel. Je pense que ce serait intéressant de refaire une autre vidéo justement sur peut-être la formation en France et l'exposition après en NBA, parce que c'est vrai qu'à part Fournier, il y a peu de joueurs qui ont cette mentalité, on aime dire la mentalité à l'américaine. Ouais, mais regarde, Michael Pietrus l'avait, Ronny Turiaf l'avait, Tony Parker... Evan, bien entendu, Tariq Abdul-Wahad l'avait. Alors oui, Tariq il est passé par la case NCAA, mais c'est un joueur qui est tout de même formé en France, hein. Il a fait le centre de formation d'Evreux avant de partir à l'université, donc c'est pas comme si 2, 3, 4 ans à l'université vont révolutionner la personnalité du bonhomme profondément. Et on a des mecs comme Edwin Jackson qui sont très américanisés dans leur approche du jeu, donc on en a en France, hein. Jalen Horde, qui même s'il est en G-League, on voit sa première année à Wake Forest c'était beau, hein. Et regarde Sekou Dembuya qui lui arrive en mode j'ai envie de jouer, j'ai envie de me montrer, pas du tout timide le garçon. Donc je pense que au-delà de ce qu'on pourrait présenter comme étant une influence culturelle, un héritage culturel, je pense que ça se joue plus au cas par cas à ce niveau-là. Non, mais je pense que ce sera le sujet d'une autre vidéo. Okay. Pour revenir à Franck, je pense que il y a peut-être aussi l'association avec R.J. Barrett. J'ai l'impression qu'ils ont l'air, en tout cas en début de saison, de bien s'entendre. Oui. Ils parlent français tous les deux. Moi, je vois bien cette association marcher, et puis pourquoi pas avoir justement Peyton et Dennis Smith Jr. qui va apporter sa folie avec la deuxième équipe, avec les remplaçants. Et je vois bien cette association marcher cette année. Ouais. Et je pense que peut-être que R.J. Barrett peut aussi quelque part il a peut-être son mot à dire, parce qu'il arrive comme une star, et il est après il n'y a pas grand monde au Knicks cette année, mais il arrive comme une star, et faut voir les résultats qu'ils peuvent faire ensemble. Je te suis par rapport aux résultats sportifs sur le terrain, mais par rapport à son influence en coulisses, zéro. Ce n'est pas non plus le joueur le plus charismatique. Il a déjà suffisamment de responsabilités par rapport à ce qu'il doit apporter sur le terrain. Il joue beaucoup de minutes, il reste longtemps sur le terrain. Il a fait 40 minutes là au dernier match. Ouais. L'idée, pour moi, et tu as mis quelque chose en avant qui est très intéressant. Tu parlais de second unit, donc des remplaçants. Si on permet à Franck de prendre en charge la première unité, de distribuer, de donner confiance à Julius Randle, d'ailleurs je l'ai croisé cet été à la Mamba Academy, c'est un tank. Non mais c'est un tank, je ne m'y attendais pas du tout. Je savais qu'il était costaud, mais il est plus grand que j'imaginais. Une armoire à glace, un délire. Donc pour que Frankie distribue les ballons, mette en confiance, lance dans la partie les Julius Randle et Barrett, et qu'après la deuxième unité, avec un Smith qui est plus dans l'agressivité offensive, dans un jeu un peu plus individualiste, et Peyton qui sera dans l'activité, des passes, des rebonds, un peu de scoring, du triple-double si possible.
ça apporterait, je pense, une compétitivité prolongée sur la durée du match avec moins de up and down parce que la production offensive sera majoritairement assurée par Randle et Barrett. Frank s'occupera de la distribution et de d'imposer le rythme défensif à l'équipe. Parce que c'est toujours bien de dire ah oui, il change le cours du match, mais c'est compliqué comme rôle de toujours devoir rentrer et de faire le pompier de service à moins 15 quand l'équipe a déjà pris l'eau. Ouais, et d'arrêter un mec. Défendu, oui, exactement. Et d'arrêter un mec qui est déjà dans son match. Ouais, qui est chaud. Ouais. Exactement, parce que quand Kemba Walker ou un autre joueur il commence à être à 7 sur 12 au tir, il commence à avoir l'arceau comme ça, tu peux arriver en étant estampillé meilleur défenseur, ce que tu veux. First defensive team, ce que tu as envie, tu mangeras les paniers à la même échelle que tous les autres. Donc c'est pour ça, je pense que ce serait plus judicieux de procéder de cette manière-là. Mais Frank doit aussi mettre les atouts de son côté pour pouvoir légitimiser ce concept. Ok, merci. Après, on parle beaucoup de Frank, mais le problème principal pour tout ça, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a aucune cohérence dans ce que fait Fizdale au niveau coaching. Hein. Donc il peut être aussi bon qu'il le veut si Fizdale ne décide pas d'être un minimum cohérent, de mettre les mêmes 5 pour faire travailler son équipe. Ça va être compliqué, dans tous les cas. Là, ça se joue par rapport aux résultats des Knicks, mais par rapport à la responsabilité individuelle de Frank, je l'ai vécu moi professionnellement. Par moments, on est dans des situations où on n'est pas forcément dans les petits papiers du coach. La cohésion d'équipe, est-ce qu'elle est ? Il n'y a pas d'alchimie à ce moment-là, mais notre responsabilité individuelle en tant que joueur, c'est que quand notre numéro est appelé, quand on nous donne l'opportunité d'aller sur le terrain, qu'on n'ait pas joué les 2 premiers quart-temps, qu'on arrive milieu de 3e quart-temps, qu'on n'ait pas joué de tout le match, qu'on rentre dans le 4e quart-temps pour une raison que le coach a décidé, on se doit d'être productif et prêt à aller au charbon. Et malheureusement, comme on l'a dit tout à l'heure, quand il a eu ses 22 minutes, il n'a pas eu de réussite au tir. C'est ça la loi de la NBA, c'est ça la loi du basket professionnel. C'est peut-être pas mettre les mecs dans les meilleures conditions, c'est un peu injuste, mais ça fait partie du milieu. On est tous conscients de ça et on peut pas se trouver d'excuses. On sait, on peut analyser et se dire c'est une des raisons pour laquelle je n'ai pas été performant, j'étais en manque de rythme, ça fait 4 matchs que je tire le banc. Très bien, c'est légitime, mais dans la finalité statistique et quand le coach il est en train de regarder l'heure, il dit tu vois, j'ai appelé ton numéro et quand c'était l'heure, t'étais pas là. Donc il faut aussi accepter cette responsabilité-là en tant qu'athlète professionnel, que parfois c'est injuste, mais on doit travailler pour se préparer justement à ce genre de situation et être performant quand notre numéro est appelé. Ouais, tout à fait d'accord. Bon, j'espère que tu reviendras sur la chaîne pour continuer à parler de Frank Ntilikina et que ce sera grand plaisir. En positif. C'était super intéressant, merci beaucoup en tout cas. Merci de m'avoir invité, hein. C'était un vrai plaisir, hein. C'est bien ce que vous faites, donc force à vous les gars. Merci beaucoup, c'est gentil. T'as des actualités peut-être ? Des actualités, oui. Il va falloir que je commence à rééduquer mon genou, hein, parce que j'ai eu un accident et je me suis fait un petit bobo, on va dire. Mais sinon, au-delà de ça, je suis en plein développement d'affaires. Je prépare la 2e année des camps TCB. D'ailleurs, hein, c'est... Voilà. Le petit TCB, S. baby. Donc ce sont des camps que j'ai fondés avec mon meilleur ami et mentor Dominique Boukaza pour faire la passerelle entre la France et les États-Unis pour les jeunes Français qui ont la perspective d'un double projet, c'est-à-dire de poursuivre leurs études au plus haut niveau et de continuer à se former pour potentiellement devenir professionnels à la fin de leur cursus universitaire. Donc c'est un camp à triple enjeu, hein. C'est culturel, académique et sportif. Et puis voilà, je suis en train de monter ma propre structure en conseil et en développement d'affaires. Donc voilà, j'espère pouvoir consulter auprès des médias français comme RMC Sport ou beIN, qui sont les seuls médias qui passent les matchs à la télé, quels qu'ils soient. Ouais. Donc voilà, je postule officiellement pour ce genre d'opportunité et j'espère qu'on fera appel à moi. Ouais, en tout cas on mettra tes contacts en description. Merci. Et puis comme ça les gens pourront aller voir ce que tu fais, pourront te suivre sur Twitter. Et, Super. Et voilà. Et voilà. Passez une bonne soirée les gars. Pensez à vous abonner, à mettre des commentaires. Et puis à la semaine prochaine. Salut les Frenchies.